Bonjour à tous, on va parler prévision une fois de plus, prévoir le futur. Pourquoi? Parce que si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que ça fait partie de mes croyances, on ne peut pas prévoir le futur. Et pourtant, hier, je lisais un article qui disait que essayer de prédire l'avenir, essayer de prédire le futur, ça faisait partie des plaisirs de la vie. Et en y réfléchissant, c'est vrai, je ne sais pas si vous regardez des émissions de télé en famille, ça m'arrive de regarder Top Chef, vous moquez pas, et je ne peux pas nier le plaisir d'essayer de deviner qui va être éliminé. Mais c'est vrai aussi pour les fans de foot ou les spectateurs des JO, on aime essayer de deviner qui va être sélectionné, qui va gagner, qui va perdre. Mais dans ces contextes, le but, c'est pas de prédire des choses justes, honnêtement, c'est plutôt juste de s'amuser. Si vous prenez les horoscopes, la plupart des gens n'y croient pas une seconde. Enfin, c'est ce que j'imaginais, j'ai quand même vérifié les données, et effectivement, environ 60% des gens ne croient pas à l'astrologie. Sur cette chaîne, je pense qu'on est plutôt plus rationnel et qu'on est plutôt à 90%. De mon côté, j'y crois pas du tout. Et pourtant, si je tombe sur une radio qui donne des horoscopes, je vais écouter ce qu'ils vont dire pour mon signe. Pourquoi? On me le donne gratuitement, ça m'amuse, ça n'a aucun impact sur ma vie, donc voilà, pas de problème, je prends l'astrologie pour ce que c'est-à-dire quelque chose de rigolo. Mais les gens dont le métier est de faire des prévisions économiques, politiques, etc., c'est un peu différent, parce que ce qu'ils vont dire à une audience, ça va impacter les choix de cette audience, ça va impacter leur choix d'investissement, je dis ça parce qu'on est sur une chaîne de bourse, mais pas seulement. Plus largement, ça peut influencer leur choix de carrière, ça peut même influencer leur choix de vie en général. Il y a certaines personnes qui vont s'enfermer dans un bunker ou qui ne veulent pas faire d'enfants juste parce qu'ils pensent que le monde va s'effondrer dans 20 ans. Donc ces experts proclamés ou autoproclamés, qui vont faire des prévisions, des prédictions sur des plateaux télé ou en tout cas dans des médias reconnus, ont une forte crédibilité mais aussi une grosse responsabilité. Et pourtant, des études montrent que la validité des prévisions n'a rien à voir avec le niveau d'expertise. J'aime beaucoup lire un psychologue américain qui s'appelle Philip Tetlock, qui a écrit 2 livres et qui s'est spécialisé dans ce thème des prévisions. Dans son premier livre, Expert Political Judgment, Tetlock affirme que plus les experts sont connus et souvent cités, et moins leurs prévisions sont fiables. L'exactitude des prédictions d'un expert a même une relation inverse avec sa confiance en lui, sa renommée, et même jusqu'à un certain point la profondeur de ses connaissances. Et finalement, des gens qui s'informent régulièrement sur l'actualité peuvent prévoir à peu près aussi précisément que les spécialistes cités par les journaux. Et ces conclusions de Philip Tetlock sont basées sur une étude qui s'est étalée sur 20 ans. Il a sélectionné 284 personnes qui conseillaient sur les tendances politiques et économiques, donc c'est leur métier, et il leur a demandé d'évaluer la probabilité de certains événements. Donc très régulièrement comme ça, à la fois dans leur domaine d'expertise et ailleurs. Par exemple, les questions, elles pouvaient porter sur la possibilité d'une guerre américaine dans le golfe Persique. À la fin de l'étude, les experts avaient fait plus de 82 000 prévisions et les résultats ont été très décevants. Les résultats n'étaient pas meilleurs que le hasard pur. C'est complètement fou, c'est complètement contre-intuitif. Comment un expert, quelqu'un qui est spécialiste dans un domaine, n'arrive pas à battre quelqu'un qui s'est juste informé de manière relativement généraliste. Le premier facteur, c'est ce qu'on appelle le rendement marginal décroissant des connaissances. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est quand vous commencez à vous intéresser à un sujet, par exemple la bourse, les premières informations que vous recevez, ce sont les conseils vraiment les plus basiques, mais aussi les plus importants. C'est vraiment quelque chose qui va être d'une énorme utilité pour vous. Comprendre le couple rendement-risque, comprendre la diversification, comprendre les performances des différentes classes d'actifs à long terme, etc. Mais avec le temps, plus vous devenez expert, et moins ce que vous apprenez, moins ces connaissances apportent de la valeur ajoutée, c'est souvent plus des détails si vous voulez. Bon, c'est très bien cette explication du rendement marginal décroissant, mais ça explique pourquoi on peut rattraper un expert plus rapidement. Par exemple, quelqu'un qui a étudié un sujet 10 ans, pourquoi en étudiant 2 ans, on peut se rapprocher de lui, mais ça n'explique pas pourquoi on peut mieux prévoir qu'eux, parce qu'ils ont toujours plus de connaissances que quelqu'un de généraliste. Et le problème est bien sûr psychologique. Les experts ont confiance en eux, ils ont même trop confiance en eux. Donc très souvent, ils vont tomber amoureux de leurs prévisions et ils se remettent jamais en cause. Une autre explication vient de l'attrait, de la complexité et de la perfection. Et Tetlock décrit une expérience à laquelle il a assisté dans une salle de classe de Yale. Un rat a été placé dans un labyrinthe en T. De la nourriture a été placée soit dans la partie gauche de la barre du T, soit dans la partie droite. La nourriture était placée de manière aléatoire à gauche ou à droite, mais avec une probabilité de 60% de se trouver à gauche et 40% à droite. On a demandé à des étudiants d'essayer de prédire de quel côté la nourriture va apparaître. Mais ils ne sont pas au courant des 60 et 40%. Ils pensent qu'il y a peut-être une décision quelque part. Le rat, lui, il comprend au bout d'un moment que la nourriture se trouvait plus souvent du côté gauche que du côté droit. Et il est donc allé presque toujours à gauche, et à la fin, il trouve la nourriture à peu près dans 60% des cas. Les étudiants, eux, ils se compliquent un petit peu la vie, et ils essayent de chercher s'il n'y a pas une série mathématique derrière le choix gauche-droite à chaque fois. Tiens, il y a eu 2 fois à gauche, est-ce que maintenant il n'y aurait pas 2 fois à droite, etc. Donc ils sont tout le temps en train de réfléchir à ça et de changer d'avis, et ils finissent par obtenir un score de seulement 52%. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se dire, comme les rats, bon,
bah, je vois bien que ça tombe plus souvent à gauche qu'à droite, donc je vais tout le temps dire gauche. Ils essayent de trouver juste à chaque fois. Ils essayent de trouver un modèle parfaitement prédictif. Et ça, c'est aussi un problème qu'on va trouver sur les plateaux télé. Je dis plateau télé, mais c'est pour dire médias en général. On ne peut pas juste dire, vous savez, la bourse, elle monte plus qu'elle ne baisse, donc il faut rester investi à long terme. Non, un expert sur un plateau télé, il doit argumenter, il doit parler des banques centrales, des indicateurs macroéconomiques, etc. Parce que sinon, le spectateur va dire « bon, bah, il n'en sait pas plus que moi finalement », puis il va éteindre sa télé. Et c'est là qu'intervient une autre faiblesse de l'expert. C'est qu'acquérir de l'expertise, ça prend du temps. Il faut lire tout ce qui se fait dans un domaine, etc., se tenir au courant, ça prend des années, et très souvent, ça va limiter l'apprentissage des connaissances dans d'autres domaines. Si je prends le concept des rendements marginaux décroissants dont on a parlé tout à l'heure, un généraliste qui va étudier par exemple 4 domaines pendant 20 heures par semaine, soit 5 heures par matière, il aura une connaissance plus précieuse, globalement, dans ces 4 domaines, qu'un expert qui va passer 20 heures sur la même matière, sur le même domaine. Attention, je ne dis pas qu'il faut jamais prévoir dans la vie, parce qu'on peut et on doit quand même prévoir, mais il faut distinguer ce qui rend les choses prévisibles ou non. Et de mon côté, j'ai 2 critères. Le premier critère, c'est le temps. Plus la prévision est à court terme, plus elle a de chances d'être juste. C'est un peu comme la météo. Et puis enfin, le nombre de variables. Par exemple, il est facile de prévoir s'il va y avoir du monde sur la route demain pour aller de Paris à Lyon. En fonction des heures de bureau, des vacances, des météos, des travaux, des grèves, voilà, avec, je sais pas, 4, 5, 6 variables, on peut arriver à trouver un chiffre qui sera à peu près juste. Mais prévoir où sera la bourse dans 6 mois dépend d'un nombre de variables hallucinant. Or, quand les experts parlent, c'est l'inverse. Plus ils vont donner de chiffres, d'informations, etc., plus leur prévision paraît fondée, alors que c'est faux. Finalement, il y a tellement de variables que prévoir cette information, c'est quasi impossible. Alors, vous l'avez compris, le premier livre de Philippe Tetlock démystifie justement ces experts qui font des prévisions, donc les experts ici dans leur ensemble, mais c'est pas pour autant qu'il pense que personne ne peut prévoir l'avenir, parce qu'il a identifié des super prévisionnistes qu'il étudie dans son 2e livre, qui s'appelle Super Forecasting, et qui est disponible en français sous le titre « Comment être visionnaire », dont je vous parlerai probablement dans une autre vidéo. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà observé, vous, en tant que généraliste, arriver à faire des prévisions aussi bonnes que des experts? Je pense que la réponse est oui, mais mettez-moi ça en commentaire. Ou est-ce que, à l'inverse, en tant qu'expert, vous êtes dans un domaine où vraiment cette expertise permet d'avoir des prévisions plus justes? Dites-moi ça en commentaire. Merci encore pour votre fidélité, merci encore pour tous les likes, pour tous les commentaires, c'est vraiment super sympa et très motivant. Et moi je vous dis à bientôt pour une autre émission.